faire. Allez, vite sur le plateau. Oh là 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 là, oh là 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 là, quelle image! Et la joie du pistolero à l'arrivée. Eh bien, bienvenue dans un nouvel épisode de Chasse-Patate, épisode consacré donc à Paris-Roubaix et aux Ardennaises, donc sans doute un des épisodes qui sera le plus court de ceux qu'on a fait depuis le début de saison. Jusqu'à présent, on était sur du 1 heure et demie, on était un petit peu fou, mais là, on est sur l'épisode sur les Ardennaises, du coup, il y aura sans doute pas grand-chose à dire, mais il y a quand même, allez, 2-3 débats à avoir. Du coup, j'ai ramené la fine équipe, j'ai ramené un revenant, Alexis, on t'avait plus vu depuis... Un petit bout de temps, salut. Voilà, et ben il est de retour. Alex également, l'homme qui préfère Liège-Bastogne-Liège à Paris-Roubaix. Bonsoir. Voilà, on va en reparler. Là, tu t'es engagé sur un truc quand t'as balancé ça là, il y a lors du dernier podcast. Oui. Mais j'espère que t'es prêt à débattre. Je suis prêt. Et un petit nouveau, Stéphane. Salut. Voilà, donc voilà, du sang neuf. Qui va, j'espère, il va falloir qu'on mette de l'énergie dans ce débat parce que sans déconner, les Ardennaises, ça manquait clairement d'énergie, donc j'espère qu'on va être un petit peu mieux au niveau des discussions là, parce que sinon on va s'endormir comme je l'ai fait devant France 3. Mais bon. Alors, avant de parler des Ardennaises, on va quand même parler des vraies courses, à savoir Paris-Roubaix, puisque on devait faire un live sur Paris-Roubaix et finalement ça ne s'est pas fait. Du coup, encore une fois, on a complètement zappé Paris-Roubaix et on n'en a pas du tout parlé. Du coup, je pense que, bon, même si ça remonte maintenant il y a 3 semaines quand même, on va pouvoir revenir un petit peu dessus. On va pas non plus faire 40 ou 50 minutes dessus. On va se contenter de survoler un petit peu Paris-Roubaix, mais histoire qu'on en parle quand même, parce que c'est sans doute la plus belle course du calendrier, n'en déplaise à monsieur Alex. Donc déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette édition 2017 ? Peut-être un petit peu moins spectaculaire que celle de 2016, mais tout aussi folle, avec notamment le record de vitesse. Au niveau de la moyenne, c'est de la moyenne la plus élevée de l'histoire de Paris-Roubaix. Donc, quand même une sacrée course. Je sais pas ce que vous en avez pensé, Alex. Bah oui, du coup, ça date quand même, hein, Paris-Roubaix. Ça fait un mois que ça dure, mais pourtant j'ai toujours des souvenirs assez bien. Je suis content que Van Avermaet ait gagné. Ça a conclu une très belle campagne des Ardennaises pour lui. Puis on a eu du spectacle dès le kilomètre 70-60. Et on a eu de très bonnes surprises. Je pense à Moscon, à Van Baarle. Moi, personnellement, je n'imaginais pas. Et surtout Langeveld qui a fini sur le podium. Ça, je m'y attendais absolument pas parce que c'est un coureur qui était un peu passé à travers de sa campagne des Ardennaises et qui fait un excellent résultat à Paris-Roubaix. Et Flandrienne. Et Flandrienne, pardon. Oups. C'est l'épisode des Ardennaises, je me confondais là. Pas très grave. Et surtout, Sagan et Nezen qui font une rechute sur Paris-Roubaix comme il l'avait fait sur le Tour des Flandres, ce qui est un peu dommage, ce qui un peu casse le rythme pour eux, mais ça en demeure vraiment une très bonne édition à mon goût et un très bon cru ce Paris-Roubaix. Petite déception de ma part, c'est Tom Boonen pour son dernier Paris-Roubaix. J'aurais bien aimé qu'il fasse mieux que la 13e place qu'elle a fini. J'aurais bien aimé qu'il finisse plus vers le top 5, mais bon, on peut pas tout avoir. Donc voilà. Ça aurait été un joli symbole pour conclure. Mais bon, oui, effectivement. D'ailleurs, la chute de Naesen et Sagan, on va y revenir, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Avant ça, alors Stéphane, vas-y, je te laisse te prendre la parole. Alors vas-y, dis-nous ce que t'as pensé de ce Paris-Roubaix 2017. Alors moi j'ai trouvé que c'était une très belle édition, mais c'était particulier quand même parce qu'on n'a pas eu d'échappée. Donc le peloton était constamment en vive allure, sous pression pour éviter que ça parte de partout. Et puis un final magnifique, une belle victoire de Van Avermaet qui conclut magnifiquement ce printemps pour lui, quoi. Donc c'était pas mal. Et puis bon, la dernière de Tom Boonen c'était assez émouvant pour pas mal de coureurs, je pense. Donc voilà, c'est une édition qui restera peut-être pas dans les mémoires parce que c'est moins spectaculaire que l'an dernier. N'empêche qu'il s'est passé quand même pas mal de choses, donc c'était intéressant comme course. Moins spectaculaire, moins spectaculaire. En fait, j'ai eu l'impression que c'était carrément ça. C'était carrément plus décousu. C'était un petit peu du hurrah cyclisme, quoi. C'était un petit peu n'importe quoi. Tout le monde roulait. Tactiquement, il y a eu des trucs assez. On comprenait pas trop ce qui se passait avec la Trek, etc. Enfin bon, même si au final, ils s'en sortent à suivre bien, à la télé, on comprenait pas forcément tout le temps ce qui se passait, quoi. Ouais, voilà. Alexis, toi qui as suivi aussi cette édition. Tu
tu parles de la Trek, mais n'empêche qu'elle a quand même mis 3 hommes dans les 10, donc sa tactique était peut-être pas si mauvaise. Oui, au final, le résultat est là, mais au bout d'un moment, on comprenait pas trop parce qu'ils avaient Degenkolb et ils envoyaient Stuyven et ils avaient du personnel pour rouler aussi. C'est pour ça, en fait, qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit et qui comprenaient pas trop ce qu'ils faisaient parce qu'ils avaient le potentiel de contrôler la course pendant le dernier tiers et ils l'ont pas du tout fait. Ils ont préféré envoyer des hommes à l'avant. C'est pour ça. Après, au final, c'est sûr que. C'est peut-être une tactique d'usure au final, hein. Peut-être. Avec Stuyven, ça bûcheronne sévère et c'est juste pour user les adversaires pour mieux lancer Degenkolb après. Et ça a juste foiré, puis juste Stuyven s'est accroché. Puis Degenkolb, il devait pas être très content. D'ailleurs, je pense qu'il a fait le sprint en dedans parce qu'il fait que 4ème du sprint derrière Petit, Tuns, etc. Bon, après, il y a des Marie Greipel devant lui aussi, mais bon. Peut-être que Degenkolb, ça s'est pas trop passé comme il avait prévu et c'est peut-être pour ça aussi qu'il a fait un sprint un petit peu en dedans. Enfin bon, Alexis, je te laisse continuer et terminer. Ouais, bah après, exactement comme les autres, hein, je suis un peu déçu pour Bonnen. Enfin, son sprint aussi, lui, il a aussi fait en dedans. Moi, j'aurais été à sa place, j'aurais sprinté pour faire un dernier top 10 symbolique quand même pour son dernier Paris-Roubaix. Bon, après, voilà. Moi, j'ai trouvé la course plutôt intéressante. C'était plutôt pas mal. Il y avait toujours des rebondissements, ça gagne qui attaque, ça gagne qui crève, ça gagne qui rattaque. Enfin, il a vraiment animé la course, c'était beau à voir, je trouve. Et après, tout le monde s'enflamme sur la performance de Demar, son premier top 10, machin, mais bon, Greipel juste derrière lui, Tuns est petit aussi dans le top 10, c'est pas non plus un gros exploit non plus. Pour Et bien là aussi, on va en parler, il n'y a pas de souci. Alors juste pour revenir, donc tu parlais de Sagan, qui a eu beaucoup de problèmes mécaniques. Naesen également, parce que alors, si on fait le compte Naesen, je crois qu'il est à une chute, il est à un dérailleur cassé et 3 ou 4 crevaisons. Donc le mec, il s'est amusé sur cette journée. Sagan aussi, donc beaucoup de problèmes techniques. Alors, j'ai envie de poser la question. Alors moi, j'ai peut-être une théorie. C'est que j'ai l'impression que Sagan et Naesen, ils courent sur les pavés de Roubaix comme ils courent sur les pavés dans les autres Flandriennes, celles qui sont en Belgique. Sauf que la grosse différence, c'est qu'en Belgique, lorsque vous évitez le pavé et que vous allez donc dans les rigoles ou sur les trottoirs, vous restez sur du béton. Donc, les risques de crevaison sont très faibles, voire même encore moins importants que sur le pavé. Et sur Paris-Roubaix, c'est pas pareil, la configuration des secteurs, puisque on a de la terre avec des gravillons, etc. Enfin, c'est pas du béton, c'est pas des rigoles, c'est pas des trottoirs. Et je pense qu'en fait, ils courent sur Paris-Roubaix comme sur le Tour des Flandres ou le 3, et du coup, ils prennent les chemins de terre et les gravillons, et le risque de crevaison est complètement bien plus important sur ce genre de revêtement. Et c'est pour ça qu'il y a qu'ils ont eu autant de problèmes. Je sais pas si vous pensez pareil, mais j'ai l'impression que voilà, ils sont en mode brutasse dès qu'ils sont sur le secteur pavé, et tellement brutasse que ça finit par leur jouer des tours et qu'ils ont des problèmes donc techniques et des crevaisons. Je sais pas ce que vous en pensez, Stéphane. Ouais, je suis pas sûr que ça joue énormément parce que après on voit tous les coureurs qui prennent les bas-côtés, quoi. Donc peut-être que Sagan et Naesen ils vont sans réfléchir. N'empêche que c'est quand même plus efficace que prendre le haut du pavé. En tout cas sur ce type de terrain, sur terrain sec. Donc je sais pas trop si c'est peut-être plus la malchance ou j'en sais rien. Pour moi, ça fait partie de la course, mais je sais pas trop. Ah bah Naesen, là niveau malchance, il était au top du top quand même, hein, parce que si au bout d'un moment, je pense que quand on a une voire 2 crevaisons à la rigueur, on peut se dire que ça peut être de la malchance, mais quand on en chope 4 comme lui, et Sagan il en a 2 ou 3, donc. Pour faire de la mauvaise langue, c'est peut-être le matériel. Ah ouais, voilà. Soi-disant. C'est d'ailleurs ce que disait la FDJ sur ces dernières saisons, qu'ils avaient beaucoup de crevaisons et ils mettaient en cause leur matériel notamment. Peut-être que c'est ça aussi, je sais pas. Mais tu parles des bas-côtés, mais je peux me tromper, mais c'est sur Paris-Roubaix qu'ils avaient mis des espèces de gros plots pour éviter le. Alors, ils ont mis ça sur un seul secteur. Ils ont mis ça sur un seul secteur dans le final. Après, sur les autres, c'était des secteurs avec où on pouvait effectivement prendre les chemins de terre, quoi. Oui, et puis même sur le secteur final, c'était des quelques barrières entre guillemets sur des petites portions, mais les coureurs pouvaient passer. Oui, ils passaient quand même sur les plots. Il y avait 50 mètres entre chaque ballot de paille, du coup, en fait, tous les 50 mètres, ils faisaient un petit à-coup, mais en fait, ça servait à rien. Hein. C'était un petit peu ridicule pour le coup, effectivement. Ouais. Alex, ton avis sur les exploits de Sagan et Naesen ? Moi, je pense plutôt que ça a à voir avec le matériel, puisque je pense que AG2R et Bora sont des équipes qui ne courent pas beaucoup sur les pavés, et donc qui viennent juste d'avoir Naesen et Sagan dans leur rang, et donc
du coup, qui doivent adapter leur matériel de fait à mieux résister au pavé. Et je pense que c'est juste que, comme ils en sont à une de leurs premières éditions où ils visent vraiment la victoire, ils n'ont pas eu les réglages nécessaires sur leur vélo ou sur leurs pneus, de mettre les bons, euh, les bons réglages ou les bonnes épaisseurs. Et je pense que c'est plus une question de matériel, puisqu'on a vu aussi beaucoup d'AG2R crever sur les pavés, plutôt qu'une question que ce soit le pavé qui soit différent, puisqu'au final, ce sont des Flandriens, et du coup, ils savent où passer, et, ce qui est dangereux pour eux, quoi. Ok. D'ailleurs, Nathan, qui malgré tout ça, était quand même super fort. Enfin, il était toujours présent dans le final. Franchement, lui, au niveau, il peut avoir des regrets parce qu'il semblait être un des mecs les plus forts, tout simplement, de toute la course. Malgré tous ses problèmes techniques, il était quand même présent dans le final et tout. Enfin, c'est la révélation, je pense, de cette campagne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, quoi. Parlons peut-être de l'autre. C'est pas une révélation, mais l'autre homme fort de cette campagne de classique, c'est Van Avermaet, qui a fait quasiment la campagne parfaite, parce qu'il s'est juste fait battre sur le Tour des Flandres. Bon, après aussi. Il est deuxième. Hein. Oui, voilà, il fait deuxième sur le Tour des Flandres. Donc voilà, Van Avermaet. Selon vous, qu'est-ce qui s'est passé chez Van Avermaet pour passer d'un mec qu'on traitait presque de loser il y a quelques saisons, parce qu'il terminait toujours placé, mais vraiment jamais gagnant. Et puis il y a eu un déclic, il y a eu quoi? Il y a eu un titre olympique. Non, même c'était même un petit peu avant même qu'il a eu le déclic. Qu'est-ce qui s'est passé chez ce Van Avermaet pour qu'il arrive désormais à gagner absolument tous les sprints en 1v1 ou à 3 ou à 4 qu'il a? Alex Non, au final, je pense que c'est surtout dans le moral. Je pense que quand on gagne une course, ça donne vraiment un bon coup au moral. Et je pense que sur le coup, Van Avermaet a dû gagner quelque chose qui l'a vraiment fait un déclic. Il dit ah ça y est, maintenant je peux faire ce que je veux, ou alors un déclic où il vise. Je pense qu'il viserait pas la victoire directement et il se dirait je m'en fous d'où je veux finir. Je vais juste jouer la course à fond. Et au final, je pense que c'est ça la mentalité qu'il faut avoir. Et c'est ça qui l'aide à finir premier à chaque fois. Ouais, parce qu'après, je suis un peu d'accord avec toi sur le fait que ce soit un déclic plus psychologique que physique. Parce que physiquement, effectivement, je pense qu'il est plus fort qu'il y a quelques années. Effectivement, il a progressé. Mais je le vois pas non plus avoir eu une progression monstrueuse. C'est-à-dire qu'il était déjà très fort auparavant. Mais c'est juste qu'il loupait le coach à chaque fois. Il terminait dans le top 5, sur le podium. Mais il n'arrivait pas à gagner. Et maintenant, j'ai l'impression que vraiment c'est psychologique. Parce que, en fait, il est absolument injouable sur les sprints à petit comité. Quand c'est un sprint à 2, à 3 ou à 4, le mec gagne tout le temps. Voilà. La seule façon pour qu'il perde une course, j'ai l'impression, c'est qu'il faut qu'il soit largué et qu'il y ait un groupe devant qui le piège ou qu'il y ait un mec qui part tout seul et ce soit pas lui. J'ai l'impression qu'il y a que cette possibilité pour que sur une course qui lui correspond, où il fait partie des favoris, pour qu'il ne la gagne pas. Parce que dès que ça va se terminer en petit groupe, sauf si évidemment le groupe est important pour avoir encore des gros sprinters, j'ai l'impression que forcément c'est dans sa poche, il est devenu un maître dans les sprints à petit comité, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Alexis? Déjà, je pense que son déclic, ça va être sa victoire sur le Tour en 2015, parce que là, c'est ce que je regarde, mais après cette victoire, en 2016 et en 2017, il enchaîne tout, quoi. Il est toujours placé, titre olympique, encore une victoire, le Tirreno, enfin, vraiment, il enchaîne. Mais je sais pas ce qui a changé, parce que c'est vrai qu'il est toujours aussi fort. C'est, comme tu dis, sa science de la course qui a évolué, en fait. Et je peux me tromper, mais il n'y a pas eu un changement d'entraîneur ou machin au sein de l'équipe BMC, peut-être, qui aurait pu apporter de nouvelles connaissances, on va dire, parce que physiquement, comme tu dis, il a toujours été au top, quoi. C'est dans sa façon de réfléchir et sa façon de courir que ça a changé, en fait. Effectivement. Stéphane, ton avis sur Greg? Ouais, je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il a eu un déclic. Je pense que maintenant, depuis qu'il a commencé à gagner, il a moins de pression aussi. Donc peut-être qu'il prend les courses comme elles viennent et vu qu'il est très fort, il a des grandes capacités de résistance, forcément il est aussi bon tactiquement, il a une bonne équipe autour de lui, donc ça aide pour gagner. Les capacités de résistance, on les connaît, hein. Vasseur nous le répète à longueur de temps que Van Avermaet, c'est génétique. Voilà, c'est génétique. Dans les lactiques, c'est les plus forts. En plus de ça, je viens de voir que début d'année, il s'est fracturé la cheville. Ah putain. Donc en plus de ça, il enchaîne tout ça en revenant de blessure, quoi. Ça m'était complètement... j'avais pas du tout vu ça.
Moi non plus, je viens de l'apprendre là. Voilà. Le mec a commencé du Etniosblad jusqu'au Paris-Roubaix. Le mec a été au top et voilà. Et même sur les Ardennaises, d'ailleurs, il était pas si mal parce que même s'il termine pas dans les 10 premiers, je crois qu'il fait 12e, je crois, de l'Amstel. Et sur Liège, il fait 11e, je crois, un truc comme ça. Donc à chaque fois, il est quand même pas très loin. Voilà. Amstel, il fait 12e et Liège, il fait 11e. Ben voilà. Putain, de mémoire, j'avais tout. Donc voilà, il a même prolongé sa forme jusqu'à la fin du mois quasiment. Donc assez impressionnant. Ouais. Pour terminer sur Paris-Roubaix, je pense que c'est le moment d'analyser la performance du chouchou des Français, de Arnaud Démare. Alors d'Arnaud Démare qu'on n'a pas quand même épargné dans ce podcast, faut bien l'avouer. Combien de fois on a dit que Arnaud Démare sur Paris-Roubaix sur les pavés, non c'est mort, il fera pas. Parce que Arnaud Démare, depuis qu'il est passé pro, on nous l'annonce comme un futur gros coureur de classique. Et malgré tout, à chaque fois, il passe à travers, que ce soit pour des problèmes techniques ou même tout simplement physique, il est pas là. Sur le Tour des Flandres, par exemple, on l'a vu présent en début de course. Puis après, il est devenu invisible. On l'a plus revu jusqu'à la fin. Il a terminé très loin. Mais là, il fait 6e de Paris-Roubaix. Même s'il y a peut-être un petit bémol à mettre sur cette performance quand on voit le scénario de la course et qui c'est qu'il a autour de lui. C'est peut-être sur ça qu'on peut un petit peu débattre sur le fait que est-ce que cette performance est vraiment exceptionnelle ou pas, ou est-ce que c'est vraiment juste une bonne performance de sa part. Est-ce qu'il pourrait aller plus loin? J'ai envie de vous demander ça. Est-ce que vous voyez Démare aller plus loin que cette 6e place? Parce qu'on a l'impression que dès qu'il s'agit de frotter et de passer les pavés, il est quand même un petit peu limité. Stéphane? C'est vrai que Neymar est un peu limité, on l'a jamais vu peser sur la course, même si à un moment il a quand même attaqué pour aborder un secteur pavé en tête, ou du moins devant le peloton, mais il a jamais pesé vraiment sur la course, il a jamais été en tête avec les meilleurs, il a toujours suivi et toujours dans un second temps, mais au final il est quand même présent. Mais c'est aussi le fait que Paris-Roubaix se joue de plus en plus avec un gros groupe dans le final. Donc peut-être que dans quelques années, si il est présent dans un groupe de 10-15 coureurs sur le Vélodrome, il peut peut-être remporter Paris-Roubaix. Après, je le vois jamais gagner en solitaire. Oui, voilà, c'est ça. Peut-être que oui, et faire la différence tout seul, il aura plus de mal. Alors ouais, tu dis qu'effectivement c'est un gros groupe, parce qu'effectivement, il termine 6e devant André Greipel, la 8e place c'est Edouard Tuns, 9e Adrien Petit, 10e John Degenkolb. Voilà, c'était un groupe qui comptait, alors si on enlève les 5 de devant, 21 moins 5, 16. Donc il y avait 16 hommes quand même qui se disputaient la 6e place. Donc il règle ce groupe, mais bon, disons que il n'arrive pas à 6e à l'issue d'un Paris-Roubaix dantesque où il y a eu une sélection incroyable, quoi. Quand on voit que dans ce groupe, il y a Lorraine De Vries, Allegart, un mec de Sport Vlaanderen, Nicolas Mas. Il y a aussi... Il n'y a pas forcément que des énormes cadors et des mecs confirmés sur Paris-Roubaix dans ce groupe. Du coup, on peut se dire qu'il est passé à travers les gouttes, à travers les incidents, et il a pu faire une très bonne performance. Hein, on ne va pas le nier, mais peut-être que c'est pas forcément un reflet qu'il est le sixième meilleur Flandrien du peloton en termes de talent pur, quoi. Alex? Ah ouais, mais pour Démare, je me suis pris du flac sur le forum parce que j'avais dit dans le dernier podcast qu'il passait pas en pavé. Mais je vais quand même maintenir mes propos pour le coup parce que je pense que il y avait beaucoup de Flandriens qui ont été éliminés, je pense à Sagan et Nazen notamment. Et du coup, comme vous l'avez dit, Démare règle un groupe où il n'y a pas vraiment forcément des gros Flandriens, des gros costauds. C'est vraiment à l'avant que ça s'est joué. Et au final, Démare, il règle en quelque sorte le peloton après une très mauvaise étape de montagne du Tour de France. C'est pas vraiment un pur Flandrien et je pense toujours que cette 6e place, ce sera la meilleure qu'il pourra faire. Ouais. Bon, après, c'est à l'instant T qu'on parle. Parce qu'après, il faut pas oublier que Démare, il a quoi? Il a 26 ans. Il est resté très jeune. Et Paris-Roubaix, c'est une course qui sourit aux coureurs qui sont d'expérience, on le voit. Là, Démare, faire 6e d'un Paris-Roubaix à 26 ans, même si c'est peut-être grâce à des circonstances de course, à une attitude un petit peu de suiveur, mais bon, il joue sur ses qualités, hein, on va absolument pas lui reprocher. C'est un sprinter en tout, s'il voulait faire une bonne place, il fallait juste qu'il joue un sprint pour faire une place d'honneur, et c'est ce qu'il a fait, il l'a très bien fait. Mais est-ce qu'on peut pas se dire que, même si jusqu'à présent il nous a déçus sur les Flandriennes, cette performance, c'est peut-être l'indice qu'il y a quand même de la marge de progression? Alexis?
Si, il a encore largement le temps de progresser. T'as raison, il est jeune, mais d'un autre côté, il fait 6ème de Roubaix, mais sur le reste des classiques, il est absent. Oui. À Milan-San Remo, il s'en sort, il fait un excellent début de saison avec des étapes de Paris-Nice, des étapes de Bessèges, il a gagné pas mal de fois. Mais en attendant, sur le 3 ou machin, il n'est pas là. Sur le Tour des Flandres, il a été largué, il n'était pas assez fort. Alors, je pense que Paris-Roubaix, ça peut même être la seule classique pavé qui lui convient. Et il faudra que ça arrive à un groupe au sprint et qu'il torche le groupe comme l'a pu faire Degenkolb il y a 2 ans. Quoi. Même si Degenkolb attaque, il perf encore sur le Tour des Flandres, mais ce sera à peu près le même style de Flandrien, je pense. Ouais, Flandre. Peut-être parce que Degenkolb, il passe quand même pas si mal les bosses. Bon, après, Démarre aussi, hein, quand il veut, on l'a bien vu sur Paris-Nice. Mais je sais pas. Moi, en fait, Démarre, j'ai l'impression que à terme, ça peut devenir un Torushov bis. Vous voyez, un mec qui met longtemps, qui tourne autour des classiques pendant longtemps, sans faire vraiment de performance, et puis qui, arrivé à un certain stade de sa carrière, justement, a un déclic peut-être psychologique, où il arrive à mieux frotter, ou même il travaille carrément, quasiment, très fortement les pavés, et il arrive vraiment à performer. Parce que Torushov, mine de rien, c'était un gros sprinter, mais c'est devenu un classic man vers la fin de sa carrière, aux alentours de la trentaine. Donc, Démarre encore, comme je disais, beaucoup de temps. 2011, ouais. C'est là où il a failli gagner Roubaix, mais qu'il a chuté dans le carrefour de l'arbre. C'est ça, voilà. Mais n'empêche qu'il l'a jamais gagné. Oui, bon après, Démarre. Espérons que Démarre il a gagné au moins une fois quand même. On verra. Mais voilà, j'ai envie de dire que la 7ème place, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que c'est une très bonne performance, mais au sein d'une campagne de classique complètement anonyme, j'ai envie de dire. Et c'est un petit peu cette campagne de classique, quand même, c'est quand même la preuve que en termes de classic man, c'est clairement pas un mec du premier rideau. C'est un second couteau, au mieux. C'est surtout que, comme tu le disais tout à l'heure, comme tout le monde le disait, il y en a qui ont fait les sprinters dedans. Tu disais Degenkolb, regarde, il finit derrière Teuns. Oui. T'as Bonnen qui fait que 13ème parce qu'il est juste resté assis sur son vélo sans même écraser un peu ses pédales. Donc faire 6ème en remportant le sprint, en sachant que certains ne l'ont pas fait complètement. Bon, voilà, sachant, en supposant que certains, parce que quand même on peut pas dire de façon sûre. Oui, évidemment. Voilà. Ouais, effectivement. Donc Démarre, moi je dis cette 6ème place, attention de pas trop en demander. En tout cas, pas trop en demander de suite, parce qu'effectivement, on le répétera jamais assez. Démarre, c'est un mec qui est qui est très jeune encore. Il a explosé un petit peu toutes les statistiques de précocité, quoi. On le voyait pas arriver parmi les très bons sprinteurs du peloton aussi jeune et capable de gagner Milan-San Remo aussi jeune. Et pourtant, il l'a fait. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on en attend un petit peu trop. Il faut se souvenir que c'est un mec qui a 26 ans et qu'à 26 ans sur Paris-Roubaix, arriver à faire il va les 6ème, avoir dans 3 mois, c'est 26 ans, un truc comme ça. Hein. Il Voilà. a encore 25 là. Je sais plus du tout. Démarre, je te le dis de suite. Il a 25 ans, exactement. Le 26 août, il aura 26 ans. Donc voilà, faire 6ème de Paris-Roubaix à 26 ans, ça reste très prometteur. Mais attention de pas par exemple, moi je pense que dès l'année prochaine, on aura France Télé qui nous fera tout un plat sur Démarre, un des favoris pour Paris-Roubaix. Parce qu'il reste sur une 6ème place. Alors qu'à mon avis, il sera toujours pas assez mûr pour faire vraiment quelque chose de gros et jouer vraiment la gagne sur cette classique. Il va falloir attendre plusieurs saisons. Bon. Moi, si je peux intervenir, Vas-y. Je pense qu'Arnaud Démarre a plus de chances de regagner Milan-San Remo plutôt que gagner Paris-Roubaix. Entièrement d'accord. Pareil. Parce qu'après, Mais très endurant. Milan-San Remo, c'est bien sûr une classique qui convient beaucoup plus à Démarre, du fait que ça peut finir autant en sprint qu'en boss, et Démarre passe bien les deux. Paris-Roubaix, c'est beaucoup. Cette année, il a eu de la chance parce que ça a été un peu moins sélectif et beaucoup de favoris sont tombés. Mais Paris-Roubaix, ça reste une course extrêmement sélective sur des bons crus. Et donc, du coup, pour Démarre, ça peut être vraiment limite. Hein. Donc, moi, je ne le vois pas refaire sa 6ème place avant 2 ou 3 ans. D'accord, ok. Ben voilà. Ou mieux, peut-être, on verra. Affaire à suivre. Mais je pense que... Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Paris-Roubaix avant qu'on passe sur les Ardennaises, les superbes courses je pense juste que ce sera plus pareil l'année prochaine. Parce que sans Cancellara, sans Bonnen, ça va être des courses carrément différentes. Et on verra bien. Voilà. On a déjà un petit peu eu un avant-goût cette année avec justement une nouvelle génération qui a pris, en l'occurrence Van Avermaet, qui a pris le rôle. Et c'est ce que disait bien Adrien, c'est-à-dire qu'il nous avait dit, il avait fait le pari que
les classiques seraient remportés par des coureurs qui n'avaient jamais gagné ce genre de classique. Et il a eu raison, bon, même si pour le coup Van Avermaet était ce coureur-là, voilà, c'était Van Avermaet et Gilbert en l'occurrence. Et Lampart à la rigueur si on rajoute la travers les Flandres. Mais oui, il y a une nouvelle génération qui prend le pouvoir, à voir si l'hégémonie Van Avermaet va être... Une nouvelle génération avec Gilbert. Oui, non, mais je veux dire, c'était Gilbert, ça faisait... Mine de rien, ça faisait plusieurs années qu'on l'avait plus revu sur les classiques pavés aussi. C'est un petit peu pour ça qu'on avait l'impression que c'est du renouveau, quoi. Voilà. À voir si l'hégémonie Van Avermaet elle continuera en 2018. Toujours est-il puis il y a Vas-y. aussi d'autres jeunes qui sont présents. Enfin, on voit, il y avait Peter Legaert, là, le Sport Vlaanderen, pardon, qui fait 17ème. Il a que 22 ans, je crois. Et bon, c'est quand même une belle performance d'être présent dans le final de Paris-Roubaix. Puis on a quand même Jasper Stuyven, Gianni Moscon, Sénéchal, etc., qui sont encore jeunes et qui sont présents dans le premier ou dans le deuxième groupe. On peut les retrouver dans les années à venir. Même Tuns aussi. Tuns était pas mauvais. Hein. Et puis il y avait Van Barle aussi qui avait fait très bonne classique. Enfin, oui, il y avait quelques coureurs qui arrivent. Forcément, il y en a qui partent à la retraite et il y en a d'autres qui prennent les places. Hein. Et surtout Naesen. Bah ouais, on l'a oublié celui-là. Mais Naesen, c'est même s'il a 26 ou 27 ans maintenant, il se révèle un petit peu sur le tard, mais c'est quand même une nouvelle tête, quoi. Bon, je pense qu'on va pouvoir passer aux superbes Ardennaises. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'est-ce que vous avez pensé de ces 3 cours, de cette Amstel Gold Race, de cette Flèche Wallonne, de ce Liège-Bastogne-Liège, de ces courses qui malheureusement, j'ai l'impression que de saison en saison perdent en saveur. Je sais pas ce que vous en pensez, Alexis. Mis à part l'Amstel qui avait un scénario un minimum intéressant avec une échappée qui part à 38 ou 40 km de l'arrivée. Franchement, les deux autres, c'était chiant à mourir, quoi. T'allumais la télé à 500 mètres de l'arrivée, puis t'avais toute la course, quoi. Alors voilà, il se passait rien. Bon, la Flèche, on est un petit peu habitué, quoi. Parce que la Flèche, c'est les traditionnels, ça changera jamais, ça se joue sur le mur de 8, c'est une course de côte. Mais Liège-Bastogne-Liège, et je sais que tu l'aimes beaucoup, Alex, il va falloir que tu te rendes à l'évidence, que là, Ouais, mais ASO a tué une course à un potentiel absolument énorme et qui marchait bien jusque-là. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais il va falloir qu'ils révisent leur géographie belge parce que là ça va pas du tout et leurs parcours sont absolument dégueux. Donc il y avait matière à faire énormément mieux sur un type de course comme celui-là et c'est vraiment vraiment dommage parce que Liège-Bastogne-Liège ça reste une très belle course je pense et il y a matière à faire énormément de choses. Stéphane, ton avis sur les Ardennaises? C'est vrai qu'à part l'Amstel, c'était pas très intéressant. Enfin, bon, le mur de 8, c'est toujours spectaculaire à voir. Et bon, après Liège-Bastogne-Liège, ça reste. Il y a du potentiel, comme l'a dit Alex, mais bon, on reste un peu sur notre fin, quoi. C'est toujours le même qui gagne à la fin. Et puis, il se passe pas grand-chose à part dans les 10 dernières minutes. Ouais. D'ailleurs, c'est toujours le même, en l'occurrence, c'est Valverde. Est-ce que vous pensez qu'il est en train de faire la meilleure saison de sa carrière à 36 ans, ou même 37, je sais plus quel âge il a, 36 ou 37. Enfin, en tout cas, est-ce qu'il démarre sur les... Enfin, c'est même plus sur les chapeaux de roue, là, il s'est carrément envolé, puisqu'il gagne la Ruta del Sol, il gagne le Tour de Catalogne, il gagne le Tour du Pays Basque, il gagne donc la Flèche et Liège-Bastogne-Liège. Mais où s'arrêtera-t-il, j'ai envie de vous dire, Alexis? Bonne question. Où est-ce qu'il va s'arrêter? On n'en sait rien. Parce que franchement, là, il survole ce début de saison. C'est carrément impressionnant. Et pour moi, oui, c'est clairement sa meilleure saison. Parce qu'en plus de toutes ses victoires, il continue à gagner sur les Ardennaises. Et au fur et à mesure, il décroche les records, en fait. Là, c'est sa 4e victoire d'affilée, je crois, sur la Flèche. Il est Troisième d'affilée? Ouais. Ou 4e en tout, enfin un truc comme ça. Il a une victoire, je crois, d'égaler Merckx sur Liège. Enfin, plus il va continuer, plus il va rentrer dans l'histoire en fait. Et à mon avis, il n'est pas prêt d'être battu, parce que l'équipe Movistar est sacrément rodée quand même. Ouais. Enfin, il cadenasse sa course d'une façon impressionnante. Et ils ont juste à le déposer Valverde à 500 mètres de la ligne et c'est fait, quoi. Et quand ils ont un petit peu de difficulté pour cadenasser la course, il n'y a pas de problème. Il y a les Orica qui sont là pour les aider. Donc Voilà, ils ont encore plus d'équipiers. Valverde, il est à 11 victoires cette année. Donc en plus de ses 2 victoires sur les Ardennaises, le mec carbure, il gagne des étapes, etc. C'est celui qui a le plus gagné. Souvent, c'est un titre qu'a un sprinter, bien souvent.
Ben là, non, cette année, pour l'instant, c'est Valverde, c'est un puncher, c'est un grimpeur. Il est impressionnant. Stéphane? Ouais, et puis on peut se demander quand il arrêtera, parce que, enfin, je sais pas vous, mais j'ai jamais entendu parler de fin de carrière pour Valverde. Ah non. Peut-être, ouais. Le mec Peut-être qu'il va s'arrête faire une jamais. rébelline. Donc, je sais pas. Jusqu'à quand s'arrêtera-t-il, quoi? C'est ça la Une question. rébelline en mieux. Parce que Rebellin, il s'est arrêté de faire des résultats à un moment. Valverde, ça Ouais, mais continue à performer même à 37 ans, quoi. Rébelline est toujours costaud hein, sur le calendrier Europe Tour ou Oui, les bon, petites Ouais, courses. oui, oui. Tour de Turquie, pas la flèche wallonne. Moi, quoi qu'il arrive, les deux c'est des mecs qui ont des hygiènes de vie, à mon avis, mais ça doit être hallucinant de rigueur parce que pour être aussi performant et encore avoir la motivation d'aller s'entraîner après 15 ans, même plus pour Valverde, enfin, pour Rebellin, ça doit Justement, être... j'avais vu que Valverde, il buvait une bière après chaque course. Oui, C'est ça le secret, justement. le houblon, c'est le nouveau dopage, c'est ça. C'est ça. Non mais voilà, de toute façon, il y a pas de secret. Et les coureurs qui performent aussi longtemps dans leur carrière, c'est qu'ils sont au niveau hygiène de vie, ils sont impeccables, contrairement à certains qui doivent s'arrêter. Et puis c'est mentalement aussi, parce que être aussi strict sur sa vie et sur comment tu te nourris, tu t'entraînes, etc. pendant autant d'années, il y a à certains moments, il y a une fatigue mentale et le fait d'y arriver encore après autant d'années, moi je trouve ça impressionnant. C'est que les mecs sont vraiment passionnés, mais jusqu'au bout des ongles, quoi. Donc voilà, donc beaucoup de superlatifs pour Valverde. Et par contre, c'est pas du tout le cas pour un autre coureur français qui, sur ces dernières semaines, s'en prend plein la tronche. Alors, il faut dire qu'il le cherche un petit peu à coup d'interviews assez mythiques, à coup de je vais attaquer, je vais faire un cyclisme offensif. C'est Romain Bardet. C'est Romain Bardet qui, sur le forum, s'est fait absolument taillader ces derniers temps. Parce que effectivement, Bardet n'est pas forcément très offensif. Il fait une bonne Liège-Bastogne-Liège quand même, parce qu'il fait 6ème. Il égale sa meilleure performance qu'il a fait l'année dernière, il me semble. Enfin, il a fait 2 fois, je crois, 6ème. Je fais de mémoire, hein, donc je ne suis pas sûr du tout. Mais bon, sur le papier, Bardet, il fait un bon résultat. Mais dans les faits, il se fait quand même un petit peu... il sert un petit peu de punching ball parce que il prône un cyclisme offensif qu'il ne pratique pas. Donc qu'est-ce que vous pensez du cas Bardet, Alex? Même Bardet, le problème, c'est que il a eu une saison, j'ai l'impression, bien que bonne au final, très en deçà de ses espérances. Il se fait éliminer de Paris-Nice, ça lui met un bon coup au moral, je pense. Ensuite, il fait pas aussi bien qu'il aurait voulu faire sur le Tour de Catalogne, où il fait 10e, 9e, je sais plus. Ouais, 10ème, je crois. 10e. Et pareil sur le Pays Basque, non? Non, Je mais... sais plus si c'est lui sur le Pays Basque ou pas. Mais et au final, il arrive sur les Ardennaises, il a toujours pas gagné la saison. Donc je pense que ça met un coup au moral et que là, il avait juste envie de suivre et pas de faire grand-chose, pas d'être offensif et juste réaliser une bonne performance sans avoir besoin de tout risquer pour une attaque bête et qu'il avait envie de se rassurer sur son niveau. il a fait 10ème de la Catalogne et 15ème au Pays Basque. Donc effectivement, après l'élimination de Paris-Nice, c'est clair et net que pour l'instant, alors tu dis qu'il est en train de faire une saison en dedans, mais enfin, sa saison elle est loin d'être terminée parce que le sommet de sa saison ça reste Dauphiné, Tour de France. Donc il peut très largement... J'ai dit début de saison. D'accord, ok. J'ai dit ok. début de saison. Voilà. Bon, après, est-ce qu'il fera aussi bien que l'année dernière sur le Tour de France? Ça va être dur quand même, mais bon, on sait jamais. Stéphane, ton avis sur Bardet et le bashing Bardet? Ouais, bah, je pense que Bardet, il est arrivé à maturité physique. Enfin, je pense que là, il progressait chaque année, et puis on l'a vu l'an dernier. Il a fait podium sur le Tour de France, donc je pense que, bon, sur les Ardennaises, à mon avis, il pourra difficilement faire mieux, parce que, bon, c'est pas forcément le meilleur dans ce type d'effort. Après, il peut toujours suivre un groupe et faire un résultat au final, mais je pense pas qu'il gagnera un jour Liège-Bastogne-Liège. Et bon, par contre, je pense que il devrait aller sur des courses comme le Tour de Lombardie et tout, parce que, à mon avis, ça lui conviendrait plus que Liège-Bastogne-Liège. Oui, parce que Lombardie, c'est quasiment montagneux, j'ai envie de dire, hein, tellement il y a des difficultés qui sont longues en kilométrage, etc. Donc, effectivement, c'est un petit peu la classique qui convient le mieux aux grimpeurs, j'ai envie de dire. Après, Bardet, il manque pas forcément de punch, mais c'est clair et net que si c'est sur un sprint sur 500 mètres, là, il y aura toujours des mecs devant lui
pour le battre, hein, que ce soit Valverde ou quand il sera plus là, Katowski, Alaphilippe, des mecs plus rapides que lui, il y en aura toujours. Hein. Ça, c'est clair et net. Et puis il prend pas souvent la course en main, quoi. Mais C'est voilà. pour ça aussi qu'il se fait bâcher, quoi. Alors, il se fait bâcher parce qu'il prend pas la course en main. Ça, j'ai absolument, il y a rien à dire dessus. Mais j'ai envie de dire que 80% des leaders dans le peloton ne prennent pas la course à leur compte. Lui, j'ai l'impression qu'il se fait bâcher parce qu'il est français et qu'on est sur un forum français. Donc là, je prends le cas du forum Gruppetto. Mais aussi et surtout pour ses interviews. Mais niveau com, mais il faut arrêter. À quel moment tu fais des interviews en disant que tu vas attaquer, etc. En plus, des interviews qui ont l'air d'être qui sont chiants à mourir, où il parle bon, je vais faire un peu. Il parle de façon ultra monotone. Tu sens que ça a été travaillé avec. Au sein de l'équipe, je sais pas, ils ont dû faire un séminaire de communication et il faut placer le nom de l'équipe, il faut dire qu'on est attaquant, etc. Et ça n'a, j'ai l'impression qu'en fait, ces interviews sont complètement à mettre à part. En fait, il dit ça de façon ultra mécanique, c'est son travail de communication, mais qu'après, il s'en fout complètement. En fait, il dit pas ce qu'il pense dans l'interview. J'ai l'impression qu'il a un discours ultra stéréotypé et qui est déjà tout préparé quand on lui tend le micro, mais qu'en fait, c'est absolument pas son ressenti vis-à-vis des courses. Et que oui, c'est un mec attentiste, mais je trouve qu'il est pas plus attentiste que beaucoup d'autres. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, mais après, le problème, comme je le disais plus tôt, Bardet, c'est qu'il a eu un mauvais début de saison, donc il est peut-être pas au top, il a peut-être pas autant d'énergie, il est un peu déçu de ses performances, et je pense que ça reflète un peu sa monotonie dans les interviews où il fait un peu grise mine, donc ça peut être psychologique aussi, c'est pas forcément l'équipe ou la com. Bien sûr que ça a un impact, hein. Je dis pas que la com n'avait rien à voir là-dedans, il y a forcément eu une opération com là-dedans, mais je pense que c'est aussi surtout psychologique parce que Bardet n'a encore pas fait grand-chose cette saison, il a toujours pas gagné, donc je pense que c'est plutôt ça qui rend plus que le travail de com. Liège-Bastogne-Liège, en fait, c'est quasiment sa meilleure perf de l'année. Hein. Il fait 6ème et il avait fait 6ème aussi du classement général du Tour d'Oman. Mais à part ça, effectivement, pour l'instant, sa saison est plutôt discrète. Alexis Ouais, c'est clair que là, c'est pas folichon comme début de saison. Alors, à l'inverse de son rival Thibaut Pinot, qui pour l'instant performe plutôt pas mal. Mais c'est vrai que il n'y a pas grand monde qui attaque. Et puis, d'un autre côté, quand est-ce qu'il pourrait le faire? Parce que la Movistar cadenasse la course. Donc, quand attaquer, c'est se griller. Tu sais très bien que tu vas être repris par l'armada Movistar, en fait. Et les seuls qui ont un petit peu attaqué, notamment sur Liège, c'est Dan Martin, mais il a attaqué sous la flamme rouge. Ouais, c'est pas une attaque, ça s'appelle un sprint long, hein, à ce stade-là. C'est ça, voilà. Et les seuls qui ont attaqué, comme Formolo, machin, bah voilà, on a vu ce que ça a donné, il était repris. Enfin, on dit qu'il attaque jamais. Bon, je suis pas fort fan de ce coureur, mais je le défends quand même. Mais quand est-ce qu'il pourra attaquer finalement? Parce que ça sert à rien, c'est un coup d'épée dans l'eau. Oui, parce qu'attaquer seul, on est dans une profil de course, dans un profil de scénario de course qui fait que c'est un peloton ultra cadenassé, là en l'occurrence par la Movistar et les Orica de Albacini. Donc effectivement, il y avait aucun moyen d'attaquer, c'était un suicide parce que personne voulait attaquer. J'ai l'impression qu'il prend dans la tronche pour tout le monde, pour tous les mecs qui sont un petit peu frileux. Effectivement, c'est ça, personne ne l'aurait suivi de toute façon, ça sert à rien. Effectivement, il est frileux, mais je peux vous en citer 10 des coureurs qui ont pas tenté alors qu'ils avaient leur chance aussi sur Liège-Bastogne-Liège. Mais c'est celui qui prend parce que c'est celui qui fait une communication toute pourrie la veille de la course en disant qu'il va attaquer, qu'il va prôner un cyclisme offensif, quoi. Voilà, c'est pas très malin, mais bon. J'ai pas l'impression qu'il faut le descendre à ce point, quoi. Passons à Liège-Bastogne-Liège, la meilleure course du monde selon Alex. La meilleure classique du monde. Oui, classique du monde. J'ai envie de te poser justement la question. Hein. T'as bien vu, comme tout le monde, que ces dernières saisons, Liège-Bastogne-Liège, c'est un petit peu une purge. À ton avis, c'est comment... beaucoup une purge. Voilà, comment... Tu peux le dire. Hein. Justement, comment régler ce problème? Comment rendre la course plus intéressante? Est-ce que tu as des solutions? Mais il faudrait changer le parcours. Parce que là, ça va pas du tout. J'ai l'impression que les gros coureurs attendent vraiment la dernière côte pour attaquer. Il faudrait rajouter un bon gros... et il faudrait pas empiler les difficultés si loin de l'arrivée. Parce que ça n'attire pas vraiment. Parce que derrière, il n'y a rien. C'est à peu près plat.
puisqu'on voit le peloton qui escamote des côtes bien raides comme Stoke ou La Roche-au-Faucon, alors que ça devrait être des pièces décisives justement de Liège-Bastogne-Liège. Donc je pense que ASO devrait prendre un parcours où vraiment il faut mettre ces côtes-là en avant. Il faut pas mettre les côtes, leur petite côte pavée là qui sert à rien, ou la côte d'An en valeur. Il faut vraiment mettre les raidas. Vraiment, c'est ça le focus. C'est là où il faut que la course se joue et il faut que ce soit à peu près loin de l'arrivée. Donc c'est un challenge parce que c'est pas évident à faire, surtout si on veut arriver à Liège, parce que ces côtes sont quand même assez loin de Liège, mais il y a moyen franchement de faire un bon truc avec. Il y a moyen de faire une course qui soit assez bien, pas forcément qui soit débridée comme Roubaix où ça attaque à 70 km, mais une course où on attaque à 30 bornes dans Stoke et où on a des attaques de partout. Je me souviens, c'était l'édition 2011 où c'était Pierre Roland qui avait initié dans la côte de Stoke et ensuite c'était parti vraiment dans tous les sens. Il y avait Schleck aussi. C'est- Je crois, non? Ouais, Schleck. En 2010, je sais plus. C'était une des éditions comme ça et c'est une édition vraiment qu'on pourrait retrouver euh, dans d'autres. Je comprends pas pourquoi ça s'est arrêté et pourquoi ASO a décidé de mettre une autre petite côte par là, une autre petite course par-ci, peut-être pour moderniser leur parcours, mais ça sert absolument à rien. La côte pavée, là, elle a vraiment pas servi à grand-chose. Et au final, on rajoute des côtes en plus dans le final, alors que on a toutes ces côtes qui étaient déjà décisives avant. Donc, je me répète, mais c'est Stoke, La Roche-au-Faucon, etc. Le Montier, au pire, le col du Rosier. Mais là, elles sont sacrifiées au profit des petites côtes dans le final qui, au final, vont pas faire énormément de différence. Et les leaders vont vraiment attendre ces côtes-là pour se départager au lieu d'attaquer de loin. Et c'est vraiment dommage parce que c'est franchement une très belle course. Et je pense que c'est un meilleur potentiel que Paris-Roubaix. Ouais. Donc en fait, ouais, toi, tu dirais qu'il faudrait plutôt, pas forcément multiplier les cotes, mais juste déjà changer l'arrivée. Parce que le fait que ça arrive en cote, il y a beaucoup de gens qui disent, c'est bon, il y a une cote au final, donc moi ça correspond au profil, je suis puncher, je ferai la différence sur cette cote. Alors que si on met une arrivée sur le plat, un petit peu comme fait l'Amstel sur ces dernières années, ça oblige justement des mouvements d'assez loin de l'arrivée. D'ailleurs, on l'a vu avec l'Amstel qui, cette année, a été la seule Ardennaise à avoir un scénario un petit peu intéressant. Bon, même si quand même, l'Amstel, voilà, le fait est qu'il y a quand même des mecs comme Colbrelli, Cocard, etc., qui sont là ou Matthews qui sont là dans le final. Voilà, on n'est pas à l'abri d'une édition de l'Amstel où ça se termine justement au sprint. Mais bon, pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Donc, pourquoi pas effectivement changer la ligne d'arrivée, faire des cotes plus loin de cette ligne et obliger donc les punchers à attaquer de plus loin. Après, il y a une autre solution que j'ai entendu parler, que j'ai lu, ça serait de limiter les phases entre guillemets, de récupération entre les cotes. C'est de vraiment faire un énorme enchaînement sur le final sans avoir la possibilité justement que le peloton se reforme, parce que c'est un petit peu ça qui casse un petit peu le truc. C'est dans le final, entre chaque cote on a quelques kilomètres qui permettent souvent au groupe de se reformer, et c'est pour ça qu'on a 50 coureurs au pied de la Cause d'Anse. Je sais pas ce que t'en penses, Alexis. Peut-être que ça pourrait marcher, mais moi j'avais une idée et je sais pas si ça pourrait marcher ou si c'est complètement con, mais pourquoi pas justement diminuer le nombre de difficultés, parce que là il y en a tellement que tu vas pas attaquer au début, parce qu'encore une fois ce serait rien une cartouche pour rien. Mais si jamais justement on les limitait, et oui, et pourquoi pas du coup tout condenser à un moment donné de la course, ça obligerait à attaquer, parce que c'est le dernier moment où tu peux faire la différence, tu sais. C'est peut-être un peu idyllique comme façon de penser, mais ou alors tout le monde va passer au-dessus, puis ça va se terminer un sprint massif sur le plat, j'en sais rien. Mais peut-être que là, il y en a trop pour que ça fasse la différence. Et du coup, les gens, ils osent pas forcément attaquer trop tôt parce que c'est se griller. Et Mais surtout, ils en mettent trop au mauvais endroit. Bon, ouais, après, je pense que c'est ça, c'est mal organisé. même s'il y en a beaucoup, il y en a quand même une certaine pendant pendant les 2 premiers tiers de course, elles ont quand même une fonction d'usure qu'on peut pas nier. Après, c'est vraiment dans le dernier tiers qu'il faudrait peut-être les réorganiser de course. Après, j'avais lu aussi de juste rallonger la course, c'est-à-dire d'en faire une sorte de Milan-San Remo, parce que là, pour l'instant, on est à 260 km. Si on rajoute 30 ou 40 km, ça peut être vraiment très impactant sur les organismes, et justement, on pourrait éviter d'avoir un gros peloton dans le final. Alors, je pense que ça serait... Je sais pas ce que ça peut donner, mais il y avait cette solution. Je sais pas ce que vous en pensez, Alex. Je
pense pas que ça marcherait, moi, perso. Parce que Milan-San Remo, on voit ce que ça donne, même avec un empilement de coudes sur le final, ça peut parfaitement se finir au sprint. Là, bah, si on a le même scénario, les gens vont se conserver 30-40 km. Ouais, Après, mais à les- voir avec le parcours qu'on peut faire, parce qu'on peut faire énormément de trucs en Belgique, une classique de 290 km en Belgique avec un enchaînement assez sale de côtes qui se finit à Liège, c'est entièrement possible. Et en rajoutant 30 ou 40 km, on peut vraiment avoir une course d'usure, mais faut voir, parce que je pense que une course assez courte, pour moi, ça pourrait être. Pour moi, c'est la solution et c'est juste que c'est mal organisé. D'accord. Mais après, Milan-San Remo, tu dis que ça se termine à les sprints, mais bon, Milan-San Remo, mine de rien, j'ai presque l'impression que Milan-San Remo, bien souvent, les sprints sont moins groupés. Enfin, le peloton est moins important que ce qu'on a eu sur l'Liège-Bastogne-Liège, parce que l'Liège-Bastogne-Liège, il y avait quoi 50 coureurs au pied de la côte d'Anse, 40-50 coureurs. Et sur Milan-San Remo, alors que c'est des côtes, tu faisais la comparaison, mais c'est même pas comparable parce que c'est des côtes qui sont à 4% de moyenne, donc ça se passe rapidement. C'est juste la durée qui est fait, la longueur qui fait justement la difficulté de Milan-San Remo. Et Milan-San Remo, c'est des sprints où ils sont 20, 25. Alors même si c'est des fois des profils de sprinteurs, c'est quand même très sélectif. Si on rajoute de la longueur, je pense que Liège-Bastogne-Liège, ça peut vraiment limiter le nombre de prétendants à l'image d'un Milan-San Remo à 15 peut-être. Alors c'est sûr que ça restera toujours un petit peu dégueulasse si ça reste un sprint entre 15, mais ça sera déjà moins dégueulasse qu'un sprint à 50. Je sais pas ce que t'en penses, Stéphane. Bah, je pense que ouais, le fait de mettre les côtes plus loin de l'arrivée, ça peut forcer la décision à se faire plus tôt, pardon. Donc je pense que c'est une bonne idée ça, mais il y a peut-être aussi une question qui est pas vraiment liée au parcours, mais plus au nombre de coureurs par équipe. Je pense que le fait de mettre 6 coureurs par équipe, ça pourrait inciter les coureurs à tenter, parce que là ils se disent bon bah je vais tenter, je serai tout seul face à une équipe entière ou voire plusieurs équipes. Donc, réduire le nombre de coureurs, ça permettrait peut-être de ramener plus de spectacles. Ça, et puis la course sera moins cadenassée aussi, donc tenter, et c'est tout de suite moins fou en fait. Bon après je vois pas, enfin même si ça peut être une Après, très je bonne. vois pas, Oui, je voilà. vois pas ASO réduire le nombre de coureurs Je vu leur comprends. Oui, politique. c'est pas un truc qui est possible de faire sur une seule course. Si cette réforme a lieu, elle a lieu sur l'ensemble du calendrier. Parce que je vois pas une course dans le calendrier World Tour qui se déroule avec 2 coureurs de moins par rapport à toutes les autres, quoi. Parce qu'en fait, il y a une question, tout est uniformisé dans le calendrier au niveau des règles, quasiment. Ça serait quand même une espèce de changement de règles vachement violent par rapport à toutes les autres courses du calendrier. Donc même si ça peut être une très bonne idée, je vois mal être mis en place le truc, quoi. Mais pas forcément, mais- parce qu'il y a. Excuse-moi, je coupe la parole. Parce qu'il y a des courses où tu as besoin d'engager 8 coureurs, ou genre le Tour de l'Under où tu n'as droit que 7, enfin, genre de trucs. Enfin, je vois pas Ouais. pourquoi est-ce que ce serait pas possible. S'ils l'ont déjà fait sur certaines courses, ils peuvent le faire sur celle-ci aussi. Et puis, Pourquoi pas. ouais, comme le dit Johan à côté, là, ASO voulait justement réduire le nombre de coureurs. Donc, ça n'a pas été mis en place parce que l'UCI n'a pas voulu, mais n'empêche qu'il y avait quand même une volonté de la part d'ASO de diminuer le nombre de coureurs par équipe. Ok, bon. Est-ce que vous avez d'autres solutions miracles? Enlever les oreillettes? Et ça, elles y sont encore ou pas? Ah, ça, Je sais pas. Je sais. Bon, bref. Est-ce que vous avez des solutions miracles comme ça, ou est-ce qu'on peut passer à la conclusion, parce que je pense qu'on a fait à peu près le tour, sauf si vous avez peut-être 2-3 coureurs que vous voulez signaler, 2-3 petites révélations sur les Ardennaises. Ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup. Moi, j'en ai noté une seule, mais si vous en trouvez d'autres. C'est Godu, c'est ça? Ah, même pas. Ah, ben vas-y alors. Ah, bah, non. Vas-y. Moi, j'avais Ah noté. non, bah, Godu qui attaque au pied du mur de Huy alors qu'il a 20 ans, c'est ça? 20 ans Ouais, quand ouais. même, Godu. Donc, et il prouve qu'il est aussi bon en montagne, comme il l'avait fait sur Catalogne, que sur les vallons. Et donc là où il a fait une belle attaque au pied du mur, qui s'est soldée par une très belle place pour lui. Au final, il a fini quoi? 9ème. Je me souviens plus, 9ème, voilà. Donc c'est vraiment bien pour sa première édition, et ça encourage énormément de choses pour la suite. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. 9ème, juste derrière Rudy Mollard, quand même, qui nous sort Ouais. la performance de sa carrière, quoi. Et tu as tout le respect que j'ai pour Rudy Mollard, mais bon. Il était quand même souvent bien placé sur la Flèche Wallonne, hein. Je sais plus à quelle place il était les autres éditions, mais je crois qu'il a déjà Après- fait top 10, ou en tout cas top 20 sûr. Mollard, il était pas très bien sur le Tour du Pays Basque les semaines auparavant, où il était plutôt aux alentours de la 10e place dans le top 10, mais qu'il a craqué sur la fin. Il me semble que c'est ça, oui, c'est ça. Ouais. Il était 6ème au bout d'un moment du Tour du Pays Basque, et puis il a craqué sur l'arrivée à Eibar. Je l'ai sous les yeux.
Donc Mollard est dans la forme de sa vie et il fait 8ème de la flèche. Donc bien joué à lui. Alors moi je ne pensais pas à Godu, moi je pensais à Tuns qui fait 3ème de la flèche. Dylan Tuns. Ouais, Qui, qui est encore sacrément jeune encore. Hein. Voilà, qui était l'autre Tuns dont on parlait moins, parce qu'on parlait surtout de Edward Tuns, qui faisait plutôt des bonnes choses sur les sprints et sur les classiques. Et finalement, Dylan Tuns, c'était l'autre Tuns qui était lui chez BMC. Et lui, bon, on disait qu'il était pourquoi pas qu'il était pas mauvais, mais bon, il n'avait pas fait de vraies performances éclatantes. Et ben ça y est, je sais pas ce que vous en pensez, mais sacré puncher, le petit Dylan. Stéphane. Non, moi, Vas-y. j'étais surpris de le retrouver là aussi, à la 3e place. C'est peut-être son type d'effort de prédilection, je sais pas. En tout cas, il a surveillé pour le futur, quoi. C'est ça qu'on voit. Après, je sais pas si ça se trouve, il était là par chance, entre guillemets, même si c'est jamais anodin de faire 3ème de la flèche. Bon, à voir, à confirmer. Ok. Bon, vous avez d'autres noms à citer, parce que moi j'ai épuisé mon stock. Hein. J'avais que celui-là Ah ouais. parmi les surprises. Moi, Vas-y. Non, vas-y. Ouais, C'est pas vraiment un nom, c'était autre chose. Ah, moi, c'est un nom. Si je peux citer Michael Matthews. Ah bah oui. Alors, bon, c'est pas. Lui, on le connaissait déjà bien, mais il a quand même fait 10ème de l'Amstel Gold Race, 67ème de Liège-Bastogne-Liège. Bon, là, c'est plus loin, mais 4ème de Liège. Oui, voilà. 67. Ouais, j'avais inversé. Et donc, 4ème de Liège, bon, ça veut dire déjà que la course n'a pas été super. Sélectif. Comment dire, sélectif, voilà. Mais bon, ça veut dire Matthews, aussi c'est qu'il un est bon très puncher fort. quand même. Ouais, Oui, et oui. puis bon, on l'a vu cette année, il a failli gagner le chrono sur Paris-Nice. Malgré une chute, il finit dans le top 10. Et c'était un chrono qui était vraiment pas tout plat. Donc franchement, Matthews, il est impressionnant cette saison. Et pourquoi pas pour le retrouver dans les prochaines éditions sur le podium ou voir vainqueur. Ouais, ben Matthews sur l'Amstel, vu le nouveau final entre guillemets qui est sur le plat, vu qu'il passe bien les bosses, il peut se retrouver. C'est pour ça qu'il fait des bonnes places, un petit peu à l'image de Colbrelli et de Coquard, comme je disais. On n'est pas à l'abri d'avoir un jour une Amstel qui se termine avec un groupe de 20-30 coureurs. Et là, on pourrait voir Matthews ou un sprinter qui passe bien les bosses gagnant. Mais Matthews Ouais, sur c'est presque qui a failli arriver l'année dernière sans Oui, oui. que Valgren ou Gasparotto attaquent dans la dernière bosse. Hein. Exactement, je pense qu'on y arrivera un jour, hein, parce que tout le monde vante le nouveau profil de l'Amstel, mais j'ai quand même l'impression que, même si ça oblige les attaques de loin, un jour on aura ce genre, une arrivée comme ça entre sprinters. Mais Matthews, sa performance sur Liège-Bastogne-Liège, mais c'est le pavillon de témoin du fait que cette course devient une course de côte complètement inintéressante, pour que ce genre de coureur qui est un mec qui passe bien les bosses, mais qui est avant tout un mec qui a une bonne pointe de vitesse, pour que ce genre de coureur arrive à exister sur le final du Liège-Bastogne-Liège, c'est que vraiment c'est devenu une purge et que c'est vraiment tout est escamoté auparavant, quoi. Non, mais pas tant que ça finalement, parce que quand on regarde les coureurs autour de lui au classement, c'est quand même plus des punchers ou des grimpeurs, et c'est un peu le seul sprinter, donc c'est peut-être lui qui est costaud aussi. Même si je suis d'accord globalement que Liège-Bastogne-Liège n'est pas très sélective, c'est quand même un coureur très costaud. Ouais, bah y a Féliné qui est 16ème à 14 secondes. Féliné, c'est pareil, c'est un mec qui passe très bien les bosses. Mais je pense ils ont tous les deux exactement le même profil. C'est-à-dire que avant tout, c'est des mecs, des 4x4, quoi, mais c'est pas des purs punchers, contrairement à ce qui devrait être dans le top 10 du Liège-Bastogne-Liège. Bon, voilà. Je suis en train de regarder le classement en même temps pour voir s'il y a d'autres. Il y a Julien Simon qui est 18ème de Liège-Bastogne-Liège. Bon, voilà. Bon, c'est des mecs qui passent bien les bosses, mais qui sont pas non plus réputés pour être des foudres de guerre en matière de punch, quoi. Enfin, c'est ce qu'on appelle des sprinters passe-partout, quoi. C'est tout, quoi. Bon, voilà. Alex, tu voulais dire quelque chose encore ? Juste un truc pour la Flèche Wallonne, parce que je pense que la Flèche Wallonne pourrait être assez intéressante si une année ASO expérimente une arrivée qui ne se finirait pas au mur de 8, mais un peu en dessous, genre avoir un final Chérave 8, et on fait la descente du mur et on arrive à peu près en bas. Et j'aimerais bien voir ce que ça pourrait donner, parce que je pense que ça peut donner quelque chose de très bon. Je sais pas pour vous, mais ça pourrait changer de ce qu'on a d'habitude avec le mur. Bon, voilà, on a ça va se décider dans les 500 derniers mètres. Je sais pas pour vous, mais je pense que ça pourrait être un bon truc à
expérimenté pour ASO. Ça pourrait être pas mal, mais je les vois mal le faire parce que des 3 Ardennaises, c'est clairement celle qui n'a aucun complexe à dire oui, on est une course de côte et c'est comme ça, quoi. Parce que ça a toujours été comme ça, la Flèche Wallonne. Et Oui, c'est ça. voilà. Et puis le mur de 8, c'est quand même autre chose que la côte d'Anse. Donc c'est peut-être parmi les courses parmi les Ardennaises, c'est celle qui peut se targuer le plus d'être une course de côte, parce qu'elle a une difficulté qui est mythique, quoi. La côte d'Anse, je suis désolé, c'est un petit peu dégueulasse. C'est même pas au niveau des pourcentages, c'est pas ouf, quoi. Alors que le mur de 8, même si ça reste une course chiante, le final est toujours impressionnant sur cette difficulté. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Au pire, si un changement devait arriver, tu peux arriver à 8 même, parce que à la fin du mur, il y a un virage à gauche, en épingle, tu descends et puis tu es à 8. Au final, tu perds pas le sens de la Flèche Wallonne qui arrive tous les ans à 8, parce que tu arrives à 8, tu arrives juste pas sur le mur, quoi. Mais tu gardes le mur, mais tu arrives quand même en bas. Pourquoi pas. Après, sincèrement, s'il y avait un changement de parcours à faire sur s'il y avait un changement de parcours à faire sur les 3 Ardennaises, je pense que c'est pas eux qui changeraient en premier. Hein. Clairement, là, l'urgence elle est du côté de Liège-Bastogne-Liège, je pense. Bon, quelque chose à rajouter ou on va vers une conclusion? Ouais. Ah, vas-y. Non, moi j'avais mes petits noms à placer aussi. Vas-y. Je trouvais que j'étais plutôt content pour Ion Izagirre, qui a fait une excellente saison 2016 et qui repart apparemment sur les mêmes bases, voire plus, parce que l'année dernière sur les Ardennaises il n'était pas là. Donc franchement, il va être à surveiller cette année encore une fois. Il a jamais été là sur les Ardennaises, Ion Izagirre. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un mec qui avait peut-être pas assez d'endurance, quoi, pour ce genre d'effort, et qui là a pris un petit peu de caisse et c'est jusqu'à présent il avait fait sur les classiques, il était complètement absent. Complètement, moi je l'ai jamais vu faire une classique en tout cas, et au vu de la saison 2016 et vu comment il se prépare maintenant, il va nous faire des top 10 à gogo. Et aussi le jeune Michael Gogol qui a 23 ans, 8ème de l'Amstel. C'est peut-être pas à négliger non plus, quoi. Il peut dans les années à venir à surveiller. Google Maps, comme l'appelle Peter Sagan, enfin comme l'appelait Peter Sagan. Oh là là. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo où il présente ses coéquipiers et il fait une petite blague. Non mais apparemment il a le même humour que moi. Ouais, vous devriez vous entendre super bien, quoi. Ok, t'avais un autre nom ou c'est tout? Non, c'était ces deux-là. Bah magnifique. Très bien, mais je pense qu'il est temps de conclure. Finalement, on aura quand même réussi à faire quasiment 1 heure. Sous la barre de l'heure, ouais. Voilà, alors qu'on parlait quand même des courses les plus chiantes du calendrier. Ça, c'est quand même un bel exploit. Bon, du coup, je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin pour chacun. Alors, allez-y. Je te laisse Stéphane en premier. Tu es le petit nouveau, à toi l'honneur. Ouais, bah du coup, pour conclure, bon, on a eu un beau Paris-Roubaix, et puis concernant les Ardennaises, c'était mitigé, on va dire, avec un très bon début sur l'Amstel Gold Race, un mur de 8, une Flèche Wallonne, pardon, très habituel. Le lapsus révélateur. Et puis un Liège-Bastogne-Liège, bah, décevant, mais bon, on s'y attend ces dernières années. Et puis je voulais quand même rajouter que sur les 3 courses des Ardennaises, on a eu quand même 5 coureurs seulement sur le podium, donc avec 2 fois Valverde Martin aux 2 premières places, et puis après il y a Albazini, Teuns et Gilbert, mais seulement 5 coureurs sur les 9 places disponibles sur les 3 courses, ça fait quand même assez peu. Celui qui doit s'en mordre les doigts, c'est Katowski, qui a un profil parfait pour ce genre de scénario ultra passif qui se termine presque au sprint, j'ai envie de dire, parce que lui il a une bonne pointe de vitesse, il a pas réussi à terminer sur un podium, quoi. Alexis, la conclusion, une blague, quelque chose. Groenewegen, maillot vert du Tour. Ouh. Non, ça ira jamais, mais j'aimerais bien. Ce serait possible s'il n'y avait pas un homme qui s'appelait Peter Sagan. Mais bon. C'est ça. Une chute est si vite arrivée. Hein. Non, mais Nizzolo, 3e fois d'affilée, vainqueur du classement par points du Giro, je le sens bien. Il a pas réussi à gagner une étape sur le Tour de Croatie, je crois. Il n'a pas mais, gagné. Je sais pas, mais il gagnera pas non plus cette année sur le Giro, c'est sûr. On va en parler justement du Giro lors du prochain podcast. Alex, mon cher ami. ASO m'a tué. Voilà. Bah, ils ont tué surtout les Bastogne-Liège et par extension. Ouais, ils ont tué les SBH. Ils ont tué tes souvenirs d'enfance. Voilà. Bon, ben, je pense qu'il est temps de se dire au revoir. Rendez-vous logiquement pour le Giro, puisqu'au départ du Giro, il y aura un petit podcast pour présenter tous les protagonistes pour le classement général, pour les sprints, pour les étapes, présenter le parcours. Ben voilà, on aura le traditionnel, la traditionnelle présentation du Giro d'Italia. Elle aura lieu, donc logiquement, on va essayer de le publier
Sans doute le jour du départ, le week-end du départ. On essaiera de faire ça. Donc oui, voilà, restez connectés. Ah oui, si, dernière chose que j'oublie à chaque fois de dire. Avec des experts. Oui, ouais, des experts à venir, évidemment. La team de choc. Exactement. On aura de la grosse analyse. Mais j'oublie à chaque fois de le dire, c'est qu'on n'est plus sur iTunes parce que l'hébergeur de podcast qu'on utilisait a fermé ses portes. Donc voilà. Alors je sais pas si la faillite est due à nous, hein, mais en tout cas les mecs ont fermé. Donc du coup on est plus disponible que sur YouTube. Bon, désolé pour ceux qui nous écoutaient sur iTunes, mais le fait est que les autres hébergeurs sont assez chers, donc du coup on va rester sur YouTube, c'est gratuit. Voilà. Pourquoi pas mettre sur SoundCloud aussi? Ah mais ça coûte la peau du cul. Sur SoundCloud? Ouais, c'est pas grave. J'avais regardé, franchement, oui. non, Voilà. ça coûte cher. Ah d'accord. Les coulisses du podcast. Presque un SMIC. Sur ce, au revoir à tout le monde et à la prochaine. Ciao. Salut! Ciao. Allez, plus.